Je pense qu'on a plus appris sur les 12 dernières années sur l'humain que dans toute l'histoire de l'humanité. Forcément, ça change notre façon de communiquer et ça change notre façon de faire du marketing. On peut faire ce qu'on veut sur n'importe quel business pour essayer d'améliorer l'offre. Le business restera le business et il évoluera à un seul moment, c'est quand l'intelligence artificielle aura emmagasiné suffisamment de données pour devenir suffisamment bonne dans la vente avec une apparence humaine. La qualité de la réponse que l'IA va te donner dépendra de la qualité de la réponse que l'IH, donc l'humain, va mettre dedans. Il faudra certainement considérer ça comme dangereux à partir du moment où tu auras un robot qui te ressemble en tout point et qui va te parler pour te vendre quelque chose. Dans tous les cas, tu perdras. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, cette interview. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à votre droite Major, entrepreneur dans les nouvelles technologies et technologies émergentes. Et à votre gauche, le docteur Romain Bouvet, spécialiste dans tout ce qui est neuromarketing, psychologie sociale et cognitive. Et aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques. Évidemment, vous vous en doutez, les nouvelles technologies avec Major au niveau des intelligences artificielles et tout ce qui va avec. On va aborder les thématiques du neuromarketing et tout ce qu'on peut entendre autour de ça avec notre ami Romain Bouvet et puis moi qui vais driver un petit peu cet épisode avec mon côté entrepreneur, marketing, investissement, etc. Du coup, merci à vous d'être présents. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous dans ce magnifique amphithéâtre. Le public aujourd'hui, c'est vous. C'est la raison pour laquelle les sièges sont vides, mais vous êtes très nombreux à nous regarder. En tout cas, je l'espère. Major, je pense que tu peux te présenter mieux que n'importe qui. Donc, je te laisse du coup te présenter, qui tu es, ce que tu fais en quelques mots. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là avec vous deux. Moi, je me suis spécialisé dans les nouvelles technologies, comme tu l'as dit. Il y a Anthony Gonnet-Vandeporte, c'est le nom et prénom. Et alias Major, c'est sur les réseaux sociaux que je me suis appelé comme ça. Moi, j'ai plusieurs activités. Depuis une dizaine d'années, je suis spécialisé dans la formation, le consulting et l'accompagnement des entreprises et des particuliers dans ce domaine parce que c'est en constante évolution et les gens ont besoin de se renouveler pour amener, on va dire, un nouveau souffle à leur entreprise ou à leur activité. Donc ça, c'est pour la partie de mes activités. Et ensuite, à titre perso, j'ai eu plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai fait un BTS jusqu'au master en alternance. J'ai eu aussi des titres de champion de France et champion d'Europe. Et une fun fact aussi, j'étais aussi maître de midi sur TF1 avec notre ami Jean-Luc Reichmann. Bien, que ça. Romain ? Écoute, moi, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être reçu dans ton podcast. Donc, moi, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. J'étais chercheur rattaché au CNRS et ma spécialité, c'est tout ce qui est les mécanismes d'influence et de manipulation. Et je me suis orienté vers le marketing. Donc, au début, je travaillais en lien avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, et notamment avec la police. Et au fur et à mesure, je me suis passionné pour le marketing. Et donc, j'ai quitté la recherche pour me lancer dans le conseil, dans la formation. Et aujourd'hui, j'aide les entreprises à vendre leur offre. Donc, comment mettre en valeur leur offre à partir des toutes dernières recherches en neurosciences, en neuromarketing, en psychologie. Donc voilà, j'ai utilisé tous les derniers leviers pour valoriser une offre auprès d'un entrepreneur, que ce soit dans l'entretien de vente ou dans sa stratégie marketing. Du coup, ce qui fait la différenciation entre toi et un autre marketeur ou un autre conseiller en marketing, c'est vraiment cette approche un petit peu scientifique, on peut le dire. C'est tu utilises les dernières recherches et tu les mets au profit de l'entreprise ou du chef d'entreprise. En termes d'impact ou de résultats, en termes d'impact et de résultats, est-ce que tu peux parler en quelques chiffres de quelques résultats que tu as pu obtenir chez des clients et quelles sont les techniques en fait très concrètes, je veux dire, comment on peut comprendre clairement ce que tu fais? Alors, pour répondre à plusieurs questions, faut savoir que les dernières recherches apportent une révolution dans la façon de comprendre le consommateur. Parce qu'avant, on n'avait pas l'imagerie cérébrale, on n'avait pas tous ces outils comme l'eye tracking ou le codage des émotions que j'ai beaucoup utilisé. On a d'autres méthodes qui s'appellent également l'IAT. Et en fait, c'est la première fois qu'on apprend autant sur l'humain. D'ailleurs, je vais résumer. Je pense qu'on a plus appris sur les 12 dernières années sur l'humain
que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc forcément, ça change notre façon de communiquer et ça change notre façon de faire du marketing. Et donc, la révolution, elle est là. Dans cette révolution, il faut savoir qu'on enseigne dans les écoles de commerce que l'humain est rationnel et qu'il faut le convaincre avec des arguments. Il va choisir avec un prix, il va comparer avec les concurrents. En gros, on est face à un Superman de la décision. C'est ce qu'on va apprendre dans les écoles de commerce. D'ailleurs, c'est ce que j'ai moi-même appris quand j'ai fait du marketing. On m'apprenait cet humain-là. Et rapidement, on commence à comprendre que les décisions sont plutôt irrationnelles et voire même émotionnelles. Mais le problème du marketing, c'est que quand on allait voir les consommateurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin, ils nous disaient ce qu'ils avaient besoin et puis ils n'achetaient pas. Donc on ne comprenait pas. Maintenant qu'on arrive à observer, on va dire, l'inconscient, à le mesurer, on comprend que, le consommateur ne sait pas vraiment ce qu'il veut et surtout qu'on comprend réellement ses besoins. Donc pour donner un exemple concret, si je demande à des personnes est-ce que vous aimez les rires préenregistrés, les gens vont dire non, on n'aime pas les rires préenregistrés, on n'en veut pas. Mais si je les retire, les gens apprécient moins bien la série. Donc il y a une différence entre ce que la personne veut et ce qu'elle veut réellement. Et à partir de là, ça va changer notre façon de faire du marketing. Ça, c'est la première grande révolution. Et elle est récente. Donc forcément, ça va changer notre façon de communiquer. Alors par exemple, une approche neuromarketing, si je dois donner un premier conseil, c'est dans la segmentation, dans le persona. De manière générale, les gens vont dire, voilà, moi, mon client idéal, elle s'appelle Martine, elle a 42 ans, elle est ménagère. En fait, nous, ça, on ne va pas vraiment l'utiliser. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quel est le déclencheur d'achat. Parce qu'on va prendre une décision à partir de pas un ensemble d'éléments, mais il y a toujours un élément déclencheur. Et c'est ce que je vais chercher chez mon client, c'est sa douleur et le déclencheur pour vaincre son inertie. Car les recherches nous montrent que finalement, on a du mal à changer de comportement pour motiver notre consommateur à agir. Il a besoin de notre offre, il ne l'achète pas. Parfois, il va dire « j'adore cette offre », puis on fait le devis, on envoie, puis il n'y a plus de nouvelles. C'est irrationnel, parce qu'en fait, on est irrationnel même dans notre façon de consommer. Donc, on a un produit qui va vraiment nous aider, on ne va pas forcément l'acheter alors qu'on a vraiment besoin, mais dans ces cas-là, tu es obligé de jouer sur des déclencheurs d'achat. Et quand tu trouves ce déclencheur, c'est là où tu fais le switch. Donc, c'est de chercher qu'est-ce qui va faire que, par exemple, je vais acheter une fenêtre chez tel client et pas chez l'autre. Tu fais de la rénovation. Ouais. Alors, les châssis pour les Belges, parce que fenêtre pour les Français, pour m'adapter. C'est important. Voilà. Et en termes de résultats, donc, pour les grands groupes du CAC 40, j'ai commencé par là. Donc, les résultats, ce serait très dur à chiffrer. C'est assez c'est plutôt des gros résultats. Mais moi, je suis un élément parmi tout le système. Par contre, pour des entrepreneurs, je pense que le plus grand succès, ça a été dans la vente de fenêtres. Donc de châssis. Fentra, je pense que tu as accompagné. Fentra en Belgique, qui a fait 800 000 à 27 millions en estimation. De 800 000 à 27 millions, l'avant et l'après Romain Bouvet. Alors, quand eux, ils ont lancé, après notre intervention, alors ils ont beaucoup de showrooms, ils avaient l'expansion, ils avaient les moyens de le faire, ils avaient des usines, ils avaient les moyens, en fait, eux, de faire cette croissance. Nous, on n'a fait que le marketing, la formation des commerciaux et le marketing derrière, de manière générale. Donc, on a tout fait de A à Z, de site web, formation. C'est important de préciser. Donc, d'un côté, tu gères pour eux le côté marketing, donc plus précisément tout ce qui est campagne Facebook Ads, campagne Google Ads. Tu as revu leur site web avec ton approche neuromarketing. On va pouvoir peut-être en parler après des techniques que tu utilisais. Bon, tu m'en as déjà parlé, donc je les connais un petit peu au niveau de la B testing, quasiment presque, je ne vais pas dire quotidienne, mais en tout cas très régulière. Et puis, tu parles aussi des formations des commerciaux. C'est ça. Est-ce que dans la formation des vendeurs, formation des équipes, des sales, est-ce que tu apportes aussi un côté neuro Totalement. Et en fait, ça, c'est le point le plus important. Alors, pas que pour Fentra, il y a d'autres boîtes aujourd'hui dans le bâtiment. Il y a tous mes clients qui seraient d'ailleurs vexés de ne pas que je les cite, qui ont augmenté les ventes. J'ai un client qui vend également d'ailleurs en France cette fois-ci des vérandas, qui a explosé son chiffre, des panneaux solaires. Alors là, on est beaucoup dans le bâtiment. J'ai des gens qui vendent de la transformation digitale, de la cybersécurité également, des assurances. Bon, c'est eux qui ont financé une partie de mes recherches, donc forcément. Et en fait, ils ont tous adopté une nouvelle façon de vendre. On a observé des centaines et des centaines d'entretiens de vente. Donc ça veut dire en visioconférence, en téléphone, bon ça c'était le plus facile à faire, et en face à face. Et on a mis des outils.
Et ça, c'est des recherches dans le monde entier. Donc moi, je me suis occupé des recherches en France principalement. Et là, en observant, on comprend déjà tellement de choses. On comprend par exemple que le consommateur, on sait déjà s'il va acheter ou pas. Ok. Ça, c'est important pour nous parce que on demande aux commerciaux, est-ce que votre client il va acheter? Ouais, je pense qu'il va acheter, là, c'est bon, il était OP. Mais nous, en fait, Vous le savez à l'avance. on savait à l'avance que pas du tout. Qu'il y avait plein de micro-comportements qui faisaient qu'il était plutôt réfractaire. Ce qu'on appelle la réactance psychologique en psychologie. Et donc, nous, on pouvait déjà prédire si la personne a compté acheter ou pas. Donc ça, c'est un point intéressant. Et on a vu clairement qu'il y avait une formule, on va dire, une formule scientifique finalement, de la vente, qui marchait mieux qu'une autre. Et forcément, quand on forme des gens dans la rénovation et qui ont les meilleures méthodes de vente, ils cartonnent. Donc quand on vend des fenêtres, forcément, oui, le concurrent, il fait quoi? Il va dans un showroom, il présente toutes les fenêtres. Ouais. Alu, bois, PVC, voilà, il double est vitrage, fatigué, c'est pas possible. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. La technique, c'est de poser des bonnes questions, d'orienter vers le bon produit et de ne pas vendre de produit, mais d'apporter de la nouvelle connaissance. Et je vais donner un exemple concret, justement. Donc, j'ai formé les gens à vendre des vérandas dans le sud de la France. Et par pur hasard, j'ai un ami qui a acheté la véranda de mon client. C'est un pur hasard. Il me dit, ouais, j'ai acheté une véranda. Je dis, oh, c'est marrant, j'ai formé des gens. Il me dit, ouais, j'ai acheté chez eux. Ah ouais, mais je les ai formés. Ah ouais, ils sont incroyables. Et lui, il a fait 3 devis. Dans les deux premiers qu'il a eus, c'est des gens qui sont arrivés, ils ont vendu le produit, ils n'ont pas vraiment donné de conseils, ils n'ont pas forcément posé beaucoup de questions, ils étaient sympas, ça s'est bien passé. Le troisième, c'est la personne qui a été formée par moi. Et donc le client, donc, qui est mon pote, il dit, voilà, nous on veut du gris, du noir. Il lui dit, ah non, surtout pas. Surtout pas. Il prend le catalogue, regardez, ça va faire vieux, et par rapport à vos murs, c'est pas ce qu'il faut faire. Et là, il dit, ah ouais, vous avez raison. Il a apporté de la nouvelle connaissance. Il a apporté de la nouvelle connaissance. Ouais. Pendant que les autres étaient en train de vendre, lui, il a apporté de la nouvelle connaissance. Et là, tu te dis, waouh, ok, ce mec-là, il est expert. Ils sont plus chers. Ils sont vraiment experts. Et lui, il a apporté vraiment de la connaissance sur ce qu'il fallait faire, comment il fait choisir. Et il ne demandait pas son produit. C'est qu'à la fin seulement qu'il a commencé à dire, voilà, moi je pense qu'il faut partir sur ce type de véranda. Mais pas sur... voilà. Donc, tu vois, on a le... Ouais, donc concrètement, le vendeur, il n'a pas dit, voilà, ok, moi je veux une véranda noire et grise, par exemple, voilà, tiens, c'est ça coûte autant, on va rentrer dans des termes trop techniques qui vont fatiguer le cerveau, entre guillemets, du consommateur. Toi, la personne que tu as formée, l'entreprise que tu as formée, elle est arrivée avec du conseil, avec de la nouvelle connaissance que toi, tu m'as appris, que tu appelles l'inside, c'est ça? L'insight, alors ça a été des chercheurs, alors, encore une fois, c'est pas des chercheurs qu'on trouvait, c'est en observant. Et on a observé on a une équipe canadienne s'est dit, parce qu'en fait on avait un biais dans nos études, c'est qu'on comparait les top commerciaux avec les plus nuls. Donc forcément, là, il y a plein de... C'est trop distant. Donc ils ont commencé à se dire, on va observer les premiers, qui sont tout le temps premiers, avec les gens qui sont seconds, mais ils sont tout le temps seconds. Et là, on a vu la différence. Et là, on a observé que les premiers, sans le faire exprès, au lieu de vendre, ils apportaient de la nouvelle connaissance. C'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif. C'est ce qu'on utilise dans la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est la même chose que la thérapie. Et ils apportaient à leurs clients donc, une nouvelle vision de voir leurs problèmes ou une nouvelle vision de voir leurs solutions. Donc là, ils se disent, ah ouais, c'est bien. Et nous, quand on a compris ça, on l'a opérationnalisé. Alors, comment on l'a opérationnalisé ? Ok, on a compris que ça, la nouveauté, ça activait de la dopamine, ça créait des émotions. Et des émotions que tu as activées va focaliser le cerveau sur la suite de ton message. Automatiquement. Tu crées des émotions qui va faire que tu vas être plus concentré. Maintenant, nous, on l'a opérationnalisé en posant les bonnes questions. On va t'emmener à verbaliser quelques douleurs pour ensuite t'injecter cette dopamine. Donc c'est la science, hein. Voilà. C'est qu'on l'a opérationnalisé. Donc on l'a observé sur le terrain et ensuite on l'a opérationnalisé pour ensuite le... C'est une méthode que presque tu as conçue toi-même, non, via ton expérience. Parce qu'en soi, est-ce que d'autres personnes font ce que toi tu fais aujourd'hui ? Oui, alors c'est pas moi qui l'ai conçu, c'est l'équipe, c'est les personnes qui ont, à l'époque, dans les années 80, qui ont monté Spin Selling. Et en fait, ça a vraiment été des recherches au même moment dans le monde entier. Donc moi, ce que j'ai apporté dans la recherche,
C'est de la nouvelle connaissance. C'est de la nouvelle connaissance, mais en général, moi, ce que j'ai apporté, c'est plutôt dans le domaine de la communication engageante, puisque en France, on est très fort dans ce domaine, avec des grands chercheurs qui ont beaucoup travaillé dessus. C'est ça. C'est par exemple, alors, on va dire que ma première recherche, c'était de montrer que quand on présentait son offre, on avait un blocage. Donc imaginons, tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour, je voudrais des renseignements sur ce produit. Le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Le conseiller, il présente le produit, et ça bloque la personne. L'acheteur, ça bloque. Ouais, alors que c'est lui qui demande. Ouais. Nous, on l'observe avec les capteurs, on se dit, c'est bizarre, pourquoi il y a ce truc-là? Comme si on avait associé la vente à quelque chose de négatif, donc il y a inconsciemment, ça nous bloque, alors que consciemment, on veut. Donc c'est un paradoxe, encore une fois, il y en a tellement. Voilà, je me suis dit, mais comment on peut passer outre, en fait? Et donc là, apporter des nouvelles connaissances au lieu de vendre de produits est très utile. Il y a pas mal d'autres stratégies. Mais par exemple, on va prendre la fenêtre, puisque tu as pris cet exemple-là, et en Belgique, c'est assez connu, puisque je ne parle pas de l'entreprise de fenêtre, mais les gens sont sensibles au bâtiment, c'est un secteur sensible. Puis aujourd'hui, de plus en plus, avec les normes PEB. Alors, je vais te donner une astuce qui est très puissante, et là, cette astuce provient directement de mes recherches à moi, et voilà. Donc ça, c'est un truc direct. Donc voilà. L'insight, encore une fois, c'est quelque chose qui est concret. C'est plein de chercheurs qui ont trouvé plus ou moins, donc il n'y a pas un nom derrière, mais c'est un cumul de recherches. Par contre, ce que moi j'ai montré, c'est comment amener une personne qui cherche un prix à nous vendre de la valeur. Imagine, tu viens me voir, tu dis voilà, bonjour, je veux 2 nouvelles fenêtres parce que les règles d'isolation, tout simplement. Donc tu veux le prix le plus bas, toi tu veux de l'isolation. Moi je pourrais te dire, parce que moi je vends du haut de gamme, moi je peux te dire, ok, Fabio, est-ce que vous avez pensé au design de la fenêtre qui est assez importante, parce que le design, quand même, les gens, pour la maison, c'est élégant, les gens qui passent devant chez vous, ils voient que c'est une belle maison, je pourrais te vendre le design. Mais là, je te vends. Or, mes recherches montrent que ça crée un blocage. Bon, comment tu fais? Ça marche pas. Tu vois, toi, tu veux de l'isolation, moi, je veux vendre le design, car c'est du haut de gamme, je veux vendre du sur-mesure, et ça bloque. Alors, l'astuce, elle est autrement. Voici l'astuce. Tu dis très bien. Vous cherchez de l'isolation. Est-ce que pour vous, c'est important aussi la qualité de vos fenêtres et le design par rapport à vos murs et tout ça? Je pose la question. Et la personne me dit quoi? Elle me dit, ah oui, pour nous, c'est important. Tu vois, je ne vends pas. C'est elle qui dit que c'est important. Ok, très bien, du coup, je te vends ma fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est subtil, ouais. C'est très subtil, mais ça change toute la différence. Ça fait toute la différence. Il y a encore aussi un autre truc qui est souvent fait, c'est d'obtenir les uns derrière les autres 3 oui. Les yes 7. Parce qu'en fait, tu arrives, la personne, tu lui dis, est-ce que vous êtes satisfait de ce genre de fenêtre? Oui. Est-ce que vous aimez également ce type de matériaux? Oui. Et est-ce que le résultat que je vous ai montré sur le plan vous plaît? Alors oui. Et en fait, le biais, il est déjà installé dans la tête de la personne. Et toi, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton et te proposer ton prix. Et la personne, elle est déjà enclenchée pour un 4e oui, parce que ça n'aurait aucun sens pour elle de dire non. Non. Ah, c'est ça. Exactement. Au lieu de demander un gros engagement, est-ce que mon produit vous intéresse? Ou est-ce que ma solution vous intéresse? Ou tu as un gros oui ou un gros non? Là, tu cumules plusieurs petits oui. C'est ça. Au fur et à mesure. Cette méthode-là, quand on le met en place, qu'on le mesure, on augmente largement les ventes. Alors, là, j'ai une mesure précise d'ailleurs, parce qu'on a intégré la communication engageante. Alors, les résultats que je vais te donner directement ne vont pas te paraître énormes, mais dans le domaine de l'assurance, c'est énorme. Donc, ils ont une moyenne de ils faisaient 26,7% de conversion de vote, de vente. Ils sont montés à 32%. Alors, ce qui est énorme en fait en termes de chiffres, parce que c'est pas tu vends pas des fenêtres, là tu vends des abonnements, enfin c'est un autre, mais c'est énorme. Mais tout ça en intégrant au fur et à mesure de l'engagement, pour te montrer comment la technique elle est très très puissante. Ouais, donc aujourd'hui clairement, c'est cette approche de neuromarketing, c'est toutes ces petites subtilités qui feront vraiment la différence dans les résultats et les performances d'une boîte. Et je pense que j'ai l'impression que c'est encore énormément négligé. En fait, je pense qu'il y a très peu de connaissances là-dessus aux yeux du grand public. C'est que pour les grands groupes, je vais être très honnête. Moi, je l'apporte à tout le monde, mais les gens n'imaginent pas le détail, comment il peut changer. Est-ce que tu peux faire une liste, par exemple, de 3, 4 ou 5 points hyper concrets que la personne qui va écouter ce podcast, interview, qui va voir ou entendre, pourrait mettre en pratique très rapidement, très facilement, soit sur son site web, sur ses plaquettes, dans son script de vente, vraiment 5 points, 3 à 5 points très faciles, très concrets. Je vais t'en donner, alors 5 points concrets, c'est pas évident. Je vais te donner des points, le premier point le plus important. Ouais.
Tout le monde parle de manipulation, influence, Mhm. du coup, on crée cette manipulation, mais c'est pas ça du tout en fait. C'est que le premier grand conseil que je donne, et même quand je le donne, les gens ne les appliquent pas, c'est que ça doit être simple à comprendre. 2 plus 2. Voilà. Donc par exemple, si je dis 2 plus 2, automatiquement, tu as une réponse qui arrive dans ton, Donc, tu ne dois pas esprit. réfléchir, tu ne dois pas C'est calculer, 4, c'est tu vois, instantané. c'est instantané. Si je te dis 17 fois 24, tu n'as pas la réponse automatique. Il faudra la calculer, c'est fatigant. On est d'accord. Donc là, ensemble, on peut déterminer quelque chose. On peut terminer que tu as eu 2 opérations mentales totalement différentes. Une, tu as eu une réponse qui est arrivée automatiquement à ton esprit, et l'autre, tu n'as rien qui est arrivé. Mais on va les nommer. Dans la première version, voilà, appeler ça le système 1, puisque voilà, on pourrait l'appeler ça comme ça en fait. Tac. On va Et l'identifier le à, système à 2. un lapin Par exemple, qui va vite, qui va est rapide. vite. Voilà, Ça. c'était automatique. Et donc là, c'est ça qu'on appelle l'inconscient. Aujourd'hui en neurosciences et en psychologie cognitive, c'est ce qui va arriver inconsciemment à ton esprit. Si je te dis Trump, immigration, les gens disent mur. C'est ça. Si je te dis Clinton, immigration, Tu sais pas. rien. Donc la première chose à faire sur vos profils LinkedIn, Instagram, Facebook ou vos publicités, c'est que on doit avoir une image mentale automatique. Et là, c'est là que tu actives des émotions. Et sur le site web, c'est pareil. La plupart des sites web, on arrive, on comprend pas. Et je dois scroller, donc descendre sur le site pour le comprendre. Réfléchir, comprendre. Et là, c'est lire. fini. Ouais. Donc forcément, quand tu as un site, tu arrives, bam, tu comprends de suite. Tu comprends les bénéfices, comment, et c'est clair, avec les bons mots. Mais ensuite, tu es motivé pour aller plus loin dans ton offre. Donc là, c'est la deuxième et troisième astuce que je te donne. Hein. Donc avoir ce qu'on appelle une proposition de valeur unique qui soit captivante, qui résume bien tout ce que tu fais. Motiver la personne à aller plus loin sur le site web pour voir comment tu prends ton offre, qui tu es, et si ton offre, ça va vraiment m'aider en fait. Donc je parle de qui tu es, parce que parfois on achète une autorité. Ça peut être un plombier. Hein. Pour un plombier, on a mis sa photo, et ça a explosé les chiffres, parce que les gens ils avaient confiance du coup à cette personne. Donc là, tu prends ton offre, et ensuite tu dois inciter. Inciter, c'est que, ok, pourquoi tu dois me contacter maintenant et pas demain? Donc trouver des incitateurs qui va augmenter l'appel, ou trouver des éléments qui vont réduire l'anxiété. Parce qu'à un moment donné, quand on va prendre contact, ou quand on va acheter, on aura de l'anxiété. Donc notre cerveau va tout faire pour ne pas acheter. C'est assez étrange comme phénomène. Et donc, même s'il est convaincu que tu peux l'aider, il aura une sorte de chose qui va le bloquer. C'est ça. Et là, tu dois, toi, le repousser. On va utiliser ce qu'on appelle du nudge. On va, par exemple, les témoignages. Les témoignages vont rassurer le client. Ok. Pour passer plus loin. Donc sur les étapes d'un site web, par exemple, qui sont donc ta petite série de conseils, c'est parler à son public en mode système 1, donc le 2 plus 2 ou le Trump et l'immigration égale mur. Donc c'est-à-dire avoir un message qui soit clair, précis et directement compris, sans que ça demande de l'effort à la personne d'essayer de comprendre ce qu'elle fait. À ça, on peut rajouter des appels à l'action directement pour pousser les gens qui sont prêts à acheter tout de suite. Totalement. Alors généralement, les gens qui vont cliquer sur les premiers boutons, c'est des personnes qui connaissent déjà le site et qui reviennent. Ils auront vraiment besoin, je pense, de scroller. 2, c'est de leur apporter de la motivation. Les bénéfices émotionnels. Donc ça, tu peux mettre ça sur 3 points, c'est ça? Tu peux faire ça sur 3 points. Tu peux faire un texte avec une image. Donc image mentale concrète, voilà, tu l'as dit. Ça. Donc on prenait l'exemple hier en off, on en parlait aussi tout à l'heure. J'ai une cliente qui vend des chauves biberons. La première image de son site web, c'est un petit bébé avec une très très belle photo du petit bébé, sauf qu'on comprend nulle part qu'elle vend des chauves biberons. Il faut scroller pour comprendre. Et ça, c'est pas bon. On pourrait croire que c'est le site d'un photographe qui fait des photos pour bébés. Ça, c'est un no-go. Ça, c'est la pénalité. Voilà, donc ça, c'est système 2. C'est même plus que c'est pire que système 2. Là, c'est pire parce qu'en fait, on a vu que ça ne suit pas les codes des normes. En fait, les gens, ils ont une norme. Donc les sites web qui marchaient il y a 15 ans ne sont pas les mêmes qui marchent aujourd'hui. Il y a des normes. Et on apprend. C'est pareil, les slides, on n'aime pas, ça bouge trop vite, et ça met du doute. En fait, tout ce qui crée du doute fait perdre la vente. Voilà. Donc doute égale des points négatifs, et quand tu arrives à un certain seuil, il n'y a plus d'achat. D'accord. Bon, donc on a compris une proposition de valeur unique. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la PVU, proposition de valeur unique, c'est le texte qu'on va retrouver sur la zone de flottaison du site web avec une image mentale concrète, donc qui permet à l'audience de comprendre directement c'est quoi le produit ou le service qu'on vend, d'accord ? Amener de la motivation,
rassurer avec, par exemple, de la preuve sociale, donc on l'a dit, du témoignage, c'est ça. On peut aussi utiliser les techniques où on va directement répondre aux objections à travers 3 points, par exemple. Totalement. Tiens, Les facteurs de réassurance. Mais encore une fois, les mots sont importants. Je donne un exemple sur la garantie. On pourrait dire garantie gratuite. Garantie gratuite ou garantie gratuite, c'est ce qu'on voit souvent dans les sites. Ou offerte. Mais si je dis extension de garantie offerte, ben ça marche mieux. Car le mot extension, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être un effet de rareté, expansion, ça marchait mieux. Un autre mot, alors celui-là il est récent, c'est pour la construction écologique et c'est encore en Belgique. Si je dis maison éco-responsable, c'est mieux que maison écologique. C'est la même chose. Le mot éco-responsable, je suis éco-responsable. Et on l'a testé en A/B test et largement gagnant la maison éco-responsable. Donc il faut chercher chaque déclencheur parce qu'en fait c'est quoi? C'est pas un mot, ce sont des images que tu crées dans le cerveau, donc des émotions. C'est ça qui est important. C'est pour ça que les gens ils pensent que c'est que des mots. Certains même dévalorisent les mots, qu'ils pensent que c'est que 3 ou 7% de la communication. C'est totalement faux. En fait, les mots sont des déclencheurs d'images mentales et c'est à travers ces images mentaux que tu vas, toi, te représenter le produit, mais c'est surtout le seul moyen d'activer des émotions. On les appelle les mots à charge émotive forte. Ce ne sont pas aussi des mots qui déclenchent la dopamine dans le cerveau du consommateur? Alors, pas tous. En fait, juste de créer des images avec une phrase va activer des émotions. Et tu n'es pas obligé de mettre des émotions pour activer des émotions. C'est ça qui est subtil, en fait. Romain, merci pour ces puissants conseils en neuromarketing. On peut te retrouver de toute façon sur LinkedIn, tu balances plein de conseils. On va en parler après de LinkedIn, ça fera partie d'un des sujets parce qu'aujourd'hui, tu es quand même une bonne figure sur LinkedIn et tu as vraiment tu fais beaucoup d'impressions, tu es suivi quand même par pas mal de personnes, donc on va en parler juste après. D'abord, je voudrais faire une parenthèse sur Major quand même, qui n'a pas encore pris la parole beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment passionnant, tout ce qu'il avait raconté du côté neuromarketing. On pourrait l'écouter parler pendant des heures, mais du coup, je sais que toi aussi, on peut t'écouter parler pendant des heures au niveau des nouvelles technologies. En tout cas, ça évolue tellement vite, donc je pense qu'il est important de préciser qu'à l'heure à laquelle on tourne ce podcast, on est le 24 mai. D'accord. Donc, au 24 mai, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire sur les nouvelles technologies, sur les intelligences artificielles? Comment ça se passe? Alors, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder, qui me tenait à cœur, parce que moi, de mon côté, tu sais, j'accompagne beaucoup les artisans, les entreprises physiques, les gens qui ont vraiment un business dans le physique. C'est vraiment ma clientèle principale. Et j'entends beaucoup de gens dire, mais tiens, est-ce que l'IA va pas menacer des métiers? Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui sont en voie de disparition? À contrario, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux métiers qui vont apparaître, peut-être des nouvelles opportunités? Du coup, qu'est-ce que toi, Major, tu peux apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet? Alors moi, j'ai déjà une première question avant. La première question, c'est est-ce que tu portes des vêtements? Bien sûr. Ok. Ces vêtements, il faut savoir qu'il y a eu quand même Internet entre-temps, il y a eu l'invention de la roue, il y a eu le premier outil qui a été créé, c'est la pierre. Et en fait, c'est aussi des révolutions technologiques, même si elles sont des années-lumière en arrière, parce qu'elles sont arrivées dans un moment où l'être humain devait évoluer, innover pour pouvoir survivre et prospérer. Ce qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle, la blockchain et le Web 3, parce que c'est les domaines qui aujourd'hui sont en train d'arriver et qui sont un peu le parallèle de tout ça, c'est que les gens en ont peur parce que soit ils ne le comprennent pas, soit parce qu'ils voient très vite que ça peut les remplacer, alors qu'ils devraient plutôt embrasser ce qui arrive et essayer de comprendre ce qui se passe précisément pour pouvoir en tirer un parti. Pourquoi je t'ai demandé si tu portais des vêtements? Simplement parce que le tissu et tout ce qui est lié au domaine du textile en général a failli être bouleversé et a été de toute façon bouleversé il y a quelques années en arrière quand la machine est arrivée et que la robotique a pu aussi prendre le pas pour créer plus de vêtements, créer plus de choses. Sauf qu'on a eu besoin de personnes pour suivre ces machines, faire la maintenance, traiter les informations qu'elles avaient pour les améliorer constamment. Et aujourd'hui, on est toujours là. C'est juste que les métiers ont évolué. Et les gens qui continuent de créer des vêtements à la main, qui sont devenus des créateurs, peuvent également les vendre à des sommes absolument mirobolantes.
Ça tombe bien. Exact, ça se fait plus, ça devient rare et du coup les créateurs ont gagné aussi en réputation parce qu'ils avaient maîtrisé une compétence qu'ils avaient déjà, qu'ils ont juste retravaillé suffisamment pour se mettre au niveau au-dessus du marché qui était déjà existant mais qui ne permettait pas encore à ces personnes de briller parce que eh bien, la technologie n'existait pas. Du moins pour faire de la robotique et tout ça. Okay, et là où je veux aussi rebondir, c'est sur ce que disait Romain, c'est que tout ce qu'il a comme compétences, tout ce qu'il a acquise au fur et à mesure de ces années, j'imagine que tu utilises certainement un Notion ou un outil qui te permet de stocker toutes tes notes. Eh bien aujourd'hui, ça, et toutes les traces qu'on laisse nous sur Internet, eh bien, il faut garder dans l'esprit que ces informations, qui pour nous semblent complètement futiles parce que c'est nos propres notes et on a du mal à les interpréter, vont pouvoir aujourd'hui avoir un nouveau souffle et vont pouvoir prendre vie. On va pouvoir, par exemple, interroger Romain sur les propres questions que se pose Romain. Et cette phrase peut sembler complètement folle, voire même absurde. Pour autant, ça veut dire que quand Romain va travailler sur une entreprise avec un cas très complexe et qu'il va buter parce que c'est assez délicat, il va pouvoir prendre une position qu'on appelle méta et se dire, très bien, qu'est-ce que le Romain que je connais aurait fait? Et vu que des fois on peut manquer de discernement parce qu'il y a de l'émotionnel, imaginons que tu travailles pour ta fille, ta famille, tu te dis, ouais, bon, je ne peux pas forcément faire comme ça. Là, une machine, elle, va agir par rapport à une data. C'est ce qu'on appelle du fine-tuning. Et là où ce que disait Romain vient complètement exploser tout ça, c'est que si tu as toutes ces informations que tu as collectées, une base de connaissances que tu as fait évoluer au fur et à mesure des années, et que tu connectes tout ça à une machine qui va être en mesure de lui donner vie, tu vas non seulement multiplier ton chiffre, et après j'arriverai sur les artisans dont on a parlé, mais nous c'est ce qu'on a fait avec un garage automobile. Le garage automobile, avec une marque dont on ne citera pas, ils avaient un problème où ils stagnaient au niveau du chiffre d'affaires, et ce qui s'est passé c'est que on a fait une première phase d'audit, on a regardé comment ils fonctionnaient, comme avec le système des commerciaux, on a regardé les logiciels qu'ils utilisaient, comment se déroulaient les entretiens et la découverte client, et tout le processus commercial. On est arrivé à une conclusion, c'est que ça fonctionne parce que ça fonctionne et ils font des ventes parce qu'ils se sont basés sur des choses qui existent depuis des années, la vente traditionnelle. À ça, on a ajouté à notre façon une certaine dose de technologie, avec l'enregistrement de toutes les réunions et des conférences avec les différentes personnes qui étaient présentes, pour que les commerciaux puissent ensuite les réutiliser. On a également ajouté une formation en automatisé des commerciaux, basée sur leurs propres notes, ce qu'on expliquait juste avant, qui leur permet de plonger dans leurs propres informations qu'ils ont eues pendant leur processus de formation. Et ensuite, troisièmement, la découverte client, où on leur a partagé toutes les sciences qui existent dans la vente, auxquelles ils ne pensent pas lorsqu'ils sont face à face avec leurs clients, mais que l'intelligence artificielle peut leur donner quand ils sont en train de discuter avec, justement. Et en ajoutant ces trois parties, eh bien, les commerciaux ont pu améliorer considérablement les ventes, et par ça, c'est chiffré. Par exemple, la semaine où on a fait la formation, il n'y a pas eu de résultat, forcément, mais la semaine qui a suivi, où ils ont commencé à prendre le pli, ils ont constaté sur la journée au global une évolution de 15%. Et il y a même une autre chose qui a été mise en place, donc 15% sur une concession automobile en journalier, ça fait beaucoup. Mais un autre point qui a été extrêmement intéressant, c'est que il y a eu une meilleure valorisation des offres et également des remises. Quand tu vas dans un garage automobile, en général, on te dit « Je vous vends ce modèle 25 000 €. Donc toi, tu vas le recevoir. On va te dire « Bon, bah, très bien, 25 000 €, ça fait un peu beaucoup quand même, monsieur. Faites-moi une remise. » Et toi, derrière, tu vas arriver, tu vas dire « Écoutez, voilà, va s'enchaîner ensuite des longues discussions de vendeurs de tapis, moi j'appelle ça. » Alors que maintenant, avec ces processus-là, ils ont pu avoir des conversations avec eux-mêmes et ils ont mis naturellement en place eux-mêmes des solutions pour valoriser ça. La première des solutions qui a été mise en place, et du coup ça va être la seule parce que je vais citer que celle-ci, c'est de valoriser une remise sur le prix en amenant 2 ou 3 prospects supplémentaires. Exemple,
Romain, je vais te vendre cette voiture 25 000 euros. Il va me demander une remise. Et moi, je vais lui dire, c'est pas possible. Par contre, après, il y a tout le processus en neuromarketing, comme on l'a vu, donc on va pas dire ce mot-là précisément, mais on va dire, très bien, ce que je te propose, c'est que je vais te faire le véhicule à ce prix-là, et par contre, je vais te proposer une décote, une remise supplémentaire si tu m'amènes 3 personnes qui, dans le mois, veulent acheter potentiellement un nouveau véhicule. Et ce qui s'est passé, c'est que le garage a reçu davantage de trafic en point de vente parce que non seulement la recommandation faisait que les personnes se déplaçaient sur place pour pouvoir avoir ça, mais en plus, avec les enregistrements en face à face sur les rendez-vous clients, eh bien, ils pouvaient consulter tout ça. Les données qui avaient été générées, ils les mettaient dans leur second cerveau, si on peut appeler ça, et ensuite ils consultaient ce qu'ils avaient fait faux, là où ils avaient pu être, là où ils auraient pu améliorer leurs compétences et tout ça. Et pour en revenir maintenant à nos amis du bâtiment, dans le bâtiment, étant donné que leur domaine pour l'instant est d'une certaine façon en cours de développement, parce qu'à un moment donné, il faut être conscient que on prendra une combinaison qu'on va mettre sur un maçon, et ces informations qui vont être récupérés sur le mouvement qu'il fait, pourront être ensuite transmis à une machine qui viendra exercer ce travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pénibilité, sans émotion, avec juste besoin d'1 heure et demie de charge. Et il montera la maison 2 fois plus rapidement qu'un maçon. Et là, tu vas me dire, effectivement, ça paraît fou. Mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Amazon a déjà commencé de travailler là-dessus, en donnant à tous ses chauffeurs du côté américain leur tenue, qui enregistre toutes les informations toute la journée pour que, un jour, quand Amazon décidera de le révéler, eh bien, des robots prennent cette position et aillent livrer des colis à la place des livreurs. Et du coup, ce qui va se passer certainement pour le milieu du BTP, c'est que ça va améliorer leurs conditions de travail, mais ça va aussi améliorer leurs conditions de livraison, leurs différentes garanties qu'ils vont pouvoir proposer, parce qu'il y aura beaucoup moins de problèmes dans la construction et l'architecture. Les plans seront davantage respectés. Aujourd'hui, on a un logiciel qui existe qui s'appelle le BIM, qui te permet de connaître précisément l'infrastructure complète de ta maison et de savoir quelle personne va intervenir à quel moment, avec quel type d'outils, quel type de matériaux, combien et sur combien de temps et comment il va le faire. Et après, ça va même jusqu'à gérer des plannings. Mais là, on arrivera encore à l'étape au-dessus où on pourra même imaginer des bâtiments qui sont entièrement réalisés à partir de l'impression 3D aussi. Tu vois ? Et ça va être progressivement des petites avancées comme ça qui vont passer inaperçues pour la plupart des personnes parce que les artisans, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Mais s'ils le considèrent suffisamment tôt, ils peuvent vraiment en tirer un avantage stratégique face à une concurrence qui, elle, se trouvera complètement perdue, comme ça a été le cas pour la naissance d'Internet et son utilisation, ou encore Google avec le SEO et les sites Internet, et encore après, d'autres améliorations. Ok. C'est costaud, hein ? Mais donc, alors, pour faire juste une parenthèse sur la recommandation chez le concessionnaire automobile, en fait, c'est une technique qu'utilise... entre autres Verisure, la marque d'alarme, je ne sais pas si vous connaissez Verisure. Moi j'ai eu l'occasion de faire appel à eux et évidemment en tant qu'indépendant commerçant, je tente d'avoir une réduction et le vendeur me dit ok, je peux te faire une réduction de, je crois que c'était 200 € à condition que tu me notes 10 prospects que je peux appeler de ta part. Okay. Donc des prénoms, des numéros de téléphone. Donc j'ai dû prendre le papier pour avoir mes 200 € de réduction, j'ai dû écrire 10 prénoms, 10 numéros de téléphone et le commercial appelle ces personnes-là. Bonjour, je vous appelle de la part de Fabio. Il m'a dit que vous seriez éventuellement intéressé par un système d'alarme. Et donc, on a un système de recommandation qui est puissant. Et du coup, sur les 10, s'ils arrivent à faire une vente, ils ont gagné amplement les 200 € de réduction qu'ils m'ont fait, tu vois. Et on en vient à ce que disait Romain juste avant, c'est que non seulement le biais psychologique, il est hyper puissant parce que la personne est en phase d'attente où il se dit, je veux ma remise, je vais mettre le prénom des 10 personnes. Et dans un second temps, elle est valorisée parce qu'il a dû réaliser une action supplémentaire. Ouais. On dit toujours que quand on fait une réduction, il faut justifier pourquoi on fait la réduction ou pourquoi on fait cette promotion-là. Romain, il peut nous le confirmer peut-être. Si sur un site ou sur une publicité, en Facebook Ads, on met par exemple, je ne sais pas moi, parce qu'on prend l'exemple des fenêtres par exemple, triple vitrage au prix du double, il faut justifier pourquoi on fait cette action-là. C'est juste ou pas ? C'est totalement juste. C'est une vraie astuce que les gens ne font pas réellement.
et qui change beaucoup de choses. En fait, c'est toi qui me l'as apprise. C'est dans une étude scientifique. Ah, vous étiez au courant, du coup. Moi, Ouais. j'étais pas au courant. Enfin, Ouais, j'étais moi, pas au On courant avant appelle, l'explication. en fait, quand on donne une cause à un geste, c'est beaucoup plus fort. Donc ça, c'était montré dans pas mal d'études. C'est un gros principe de la psychologie sociale. Et donc, la réduction, c'est on fait un geste. Mais pourquoi? Et il faut toujours le justifier. Donc, exemple, il y avait, alors, je ne vais pas citer la marque, ils faisaient des promotions, des soldes. Donc là, ça marchait. Mais quand ils faisaient des promotions hors solde, les promotions ne marchaient pas. Je leur dis, c'est normal, parce que vous ne l'avez pas justifié. Donc, faites la prochaine promotion, ils disent, c'est pour les 20 ans. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, c'est excellent, ça a marché, c'est incroyable. Il faut justifier pourquoi tu fais la réduction. La réduction. La réduction. Sinon, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une réduction. Et c'est aussi plus puissant de mettre ça vaut 200 euros, enfin allez, ça vaut 20 euros, mais on vous l'offre, plutôt que c'est gratuit. Parce que gratuit n'a pas de valeur. Tout ce qui est gratuit vaut 0 euros. Par contre, ça vaut 20 et on vous l'offre à l'occasion des 20 ans. Exactement. Toi, tu as bien suivi les enseignements de Romain. Ah, ben moi, je suis un bon élève. C'est vrai que c'est. Oui. Tu as toujours super bien appliqué à chaque fois. Et pendant les formations, Fabio, il faisait en direct. Puis il venait me voir à la fin, il disait, est-ce que c'est bon? Je disais, ouais, c'est bon. Et voilà, donc c'est l'action directe. Exact. C'est ce qui mène au résultat. De toute façon, l'action mène au résultat. Et aujourd'hui, ce qui fait aussi le succès de n'importe qui qu'on peut croiser, c'est le fait de mettre vite de la rapidité de mise en exécution. Tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, je veux dire, tu suis une formation, tu prends des notes, tu vas dans un congrès, dans une conférence, peu importe, tu prends des notes, tu rentres chez toi, souvent les notes, elles restent au grenier des années. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est la personne qui va mettre en pratique tout de suite. C'est vraiment ta force chez toi, parce que tu vas regarder une conférence et dans ta chambre, tu vas trouver un moyen de l'appliquer le soir même, et tu vas travailler 2 heures, 3 heures, tu vas toujours prendre ton ordinateur. Moi, je me souviens d'une soirée, on discutait, et le samedi soir, tu rentres, enfin même chez moi dans mon salon, pour bosser en fait, jusqu'à 1h du matin. Je me dis, mais quand est-ce qu'il va partir? Et en fait, non, t'es assez pour mettre en application, et c'est vrai que c'est un mindset, c'est un état d'esprit qui est très fort. Tu sais, aujourd'hui, ça passe tellement vite. Après bon, ok, j'ai les compétences, j'ai certaines compétences techniques qui me permettent d'aller beaucoup plus vite au niveau digital. Ce que j'entends bien, c'est pas accès à tout le monde, tu vois, mais c'est sûr que quand tu agis tout de suite, déjà c'est frais dans ta tête ce que tu viens d'entendre. Et voilà, ça fait clairement la différence. Bref, je vais en revenir par rapport aux IA, parce qu'il y a quand même un sujet qui fâche, et on a commencé à en parler, donc tu as répondu déjà en partie à la question. De est-ce que l'IA va remplacer d'une manière ou d'une autre l'humain? Alors, on en parlait ce midi là en mangeant, je disais, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a l'IA et l'IH. Donc, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a l'intelligence humaine. Et l'intelligence artificielle ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on l'alimente avec de l'intelligence humaine. Je m'exprime. On prend l'exemple de ChatGPT, ce qui est pour moi, je pense, qui est utilisé par le plus grand nombre de personnes. ChatGPT, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser, et aujourd'hui, dans cette salle, on peut tous l'utiliser, on va tous avoir des pertinences de réponses qui seront différentes. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est l'intelligence humaine que tu vas mettre dans l'outil. Et la réponse, la qualité de la réponse que l'IA va te donner dépendra de la qualité de la réponse que l'IH, donc l'humain, va mettre dedans. Et donc, je pense que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, l'IA aura toujours besoin de l'IH. Et à ça, j'avais répondu que on peut faire ce qu'on veut sur n'importe quel business, connecter de l'intelligence artificielle, faire de la blockchain, ce qu'on veut, pour essayer d'améliorer l'offre. Mais il y a un truc qui changera jamais, c'est que 80% des deals se font d'un humain à un humain. Et on a beau être aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, ChatGPT par-ci, ChatGPT par-là, Bard, on entend ça à toutes les sauces. Il y a des experts qui naissent tous les jours, il y a des spécialistes aussi. Mais le business restera le business, et il évoluera à un seul moment, c'est quand l'intelligence artificielle aura emmagasiné suffisamment de données pour devenir suffisamment bonne dans la vente en étant physiquement là, avec une apparence humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra certainement considérer ça comme dangereux à partir du moment où tu auras... Alors c'est déjà à considérer comme étant dangereux pour des raisons différentes, mais sur le domaine de la vente spécifiquement, ça deviendra dangereux si tu prends un robot qui te ressemble en tout point,
que je serai par exemple une machine depuis le début, et qui va te parler pour te vendre quelque chose. Dans tous les cas, on peut faire une sorte de partie d'échec pendant la discussion ou la négociation, tu perdras très certainement, parce que ce genre de modèle d'intelligence artificielle a déjà eu l'occasion de montrer par le passé, et tout comme aujourd'hui, qu'elle est absolument imbattable sur certains points. Le cas échéant avec le jeu AlphaGo, où c'est un jeu, le cas échéant avec le jeu de Go, où il y a eu un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné pendant des dizaines de cycles, et cette intelligence et ce logiciel a battu le champion mondial à plate couture avec des stratégies créatives qui n'avaient encore jamais été vues dans ce type de jeu. Ok. J'entends bien, mais encore une fois, je reviens là-dessus parce que je sais que c'est des questions et j'insiste vraiment et je veux vraiment clarifier ce truc. Tu vois, très bien ce que tu dis, mais prends l'exemple d'un copywriter. Alors, moi, personnellement, avant, j'allais dire à l'époque, mais en fait, il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, je crée un site web, je crée un blog, j'avais besoin d'un copywriter, je payais un copywriter pour écrire du contenu. Parce que, voilà, moi-même, je n'avais pas envie de l'écrire ou je n'avais pas les capacités d'un copywriter pour l'écrire. Aujourd'hui, tu prends ChatGPT, tu poses un contexte, tu lui donnes le ton, tu lui donnes tout ce que tu veux, il va quand même prendre le boulot du copywriter. Oui, mais il y aura quand même besoin du copywriter ou d'une version de copywriter avancée pour revérifier qu'il y a suffisamment de clarté, que les différents messages ont été simplifiés. Parce que même si c'est une machine qui reste très avancée et qui te parle avec un aplomb de dingue, eh bien ça reste une machine qui a été entraînée sur des dizaines et des dizaines de données qu'on lui a transmises, mais pour autant, il lui reste encore très difficile d'aller créer des choses qui sont avancées. Ça va commencer à arriver parce que maintenant qu'elle est connectée à Internet, elle a de la data en temps réel, basée sur des recherches Internet. Mais là où ça va devenir encore plus intéressant, c'est quand on va venir nous-mêmes lui donner des accès où il n'y aura plus du tout de cadre. Et ça va devenir dangereux à ce moment-là. C'est quand elle va commencer de faire ses propres expériences d'elle-même. Par exemple, tu lui dis, voici 2 personnes, Fabio Major, Romain. On est tous les 2 face à Romain et on doit se battre. Okay, on lui donne la possibilité de capter une image, donc savoir qui de nous 2 est peut-être le plus massif et tout ça, et on lui donne un micro, et on lui donne des informations qu'elle va pouvoir recevoir en input, okay, c'est-à-dire des informations qu'elle va pouvoir interpréter. On lui dit, parmi nous 3, juste avec ces informations-là, quel est celui qui va certainement défoncer la figure à l'autre? Est-ce que c'est les 2 mecs, ou est-ce que c'est Romain? Eh bien, elle va être capable de l'interpréter, parce qu'elle va se baser sur les inputs qu'on va lui donner. Mais après, si on lui dit, avec Internet, récupère ces informations-là, et qu'on ajoute cette somme à l'équation, elle va dire, apparemment, Fabio a telle année, Major a telle année, ça a l'air d'être un faux calme, il est nerveux, Fabio, il a l'air d'être un peu plus posé, Romain, il a l'air d'être vraiment un faux calme et tout ça, eh bien, elle va être en mesure de faire des nouvelles prédictions basées sur ça. Mais elle ne pourra pas intervenir. Là où elle va pouvoir intervenir, et qu'elle deviendrait dangereuse, c'est que si on l'enlève de ce cadre-là et qu'on lui dit « Est-ce que Fabio et Romain vont pouvoir se battre ensemble et tout ?» Oui, très bien. Alors je vais faire venir quelqu'un ici où je vais essayer de les contacter sur le numéro de téléphone pour qu'ils ne se battent pas, pour qu'ils ne fassent pas ci ou ils ne fassent pas ça. Ils ne fassent pas cela. Et bien là, ça va devenir dangereux parce qu'on va lui donner la possibilité d'interagir avec tout. Et c'est un peu comme si on lui donnait de la domotique, qu'elle commence à gérer ta vie, qu'elle commence à gérer ta maison, et que là, ça devienne dangereux parce qu'elle est capable de te préparer tes commissions à ta place, t'envoyer quelqu'un à ta place pour un rendez-vous, et voilà. Est-ce qu'on doit se méfier de tout ça? Alors pour moi, je pense que tout ce qui est innovation, il faut toujours s'en méfier, parce que le feu, comme tu le regardes, tu prends du feu, tu le mets près de la bouche, tu éclaires une clope, voilà, il n'y a rien de fou parce que c'est maîtrisé. Par contre, tu prends du feu, tu le mets juste derrière le siège en polyester, là derrière, tu le laisses 10 minutes, tu reviens demain matin, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu la même chose pour l'intelligence artificielle. Tant que c'est quelque chose qui est maîtrisé, que tu peux tenir dans le creux de ta main
et savoir ce que tu fais avec, ça va. À partir du moment où il y aura des petits malins, et il y a déjà des petits malins qui vont commencer à faire d'autres choses avec, ou qu'il va falloir lever des barrières qu'on lui a données pour aller encore plus loin dans son développement. En fait, aujourd'hui, ChatGPT, elle fonctionne dans une boîte, et depuis qu'on lui a donné accès à Internet, elle a la possibilité de sortir dans une boîte qui est un tout petit peu plus grande, mais dans laquelle elle a accès à tout. À partir du moment où on dit ChatGPT va sur Internet, elle va être capable d'interpréter des infos, elle va être capable de lire, elle va être capable d'en tirer ses propres conclusions, d'aller se dire très bien, Fabio en fait c'est un homme qui a l'air un peu hispanique, qui parle un peu trop. Je vais lui faire, basé sur les sciences de Romain, comprendre qu'il doit se suicider. Et tu vas recevoir des messages, par exemple, sur ton téléphone et un endoctrinement positif qui va te faire comprendre progressivement que tu dois te suicider pour X ou Y raison. Non, l'IA, clairement, elle aura tellement de données qu'elle pourra prédire le comportement humain. C'est ce qu'elle fait déjà avec le big data, c'est qu'on arrive à prédire. Souvent, sur Facebook, on dit oui, j'ai parlé de ça, et puis je le vois passer. Mais en fait, c'est peu probable que le micro soit activé. La puissance des données, c'est tellement fort qu'on peut en effet prédire des comportements et même des discussions. Et donc là, en effet, je suis totalement en phase et il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur ces modèles-là, qui permettent de prédire et de dire quels sont les bons mots qu'on peut utiliser pour amener quelqu'un à pousser au suicide. On peut le prendre notamment avec une extraction des données sur sa façon de se présenter sur les réseaux sociaux. On peut déjà déterminer sa personnalité, ça on peut le faire sans intelligence artificielle connexionniste, c'est celles qu'aujourd'hui sont utilisées comme AlphaGo. On a des intelligences très classiques qu'on appelle symboliques, où en effet on peut déjà détecter ta personnalité. Mais maintenant avec ces IA-là, on va pouvoir très facilement, encore déjà mieux approfondir ta personnalité, mais comment s'adapter par rapport à toi. Et ça, c'est très puissant en effet comme information. Et on pourra même l'avoir en temps réel maintenant avec les capteurs, avec les textes. Je pourrais savoir si c'était introverti, extraverti. On en avait parlé, je crois, en plus ensemble. C'est la Rolls de l'entretien de vente. C'est que si on sait le faire aujourd'hui après coup. Donc je mets la visioconférence, on va dire que j'analyse là notre conversation. Je le mets sur une intelligence artificielle qui va analyser le vocal, nos micro-expressions, nos comportements verbaux, non-verbaux. Donc après coup, on sait le faire. Mais si on a l'indice en temps réel, là, c'est le Saint Graal pour le commercial, parce qu'il va savoir un indicateur important. On a des comportements types. Par exemple, est-ce que c'est un chasseur de bonnes affaires? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche de la valeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la réduction? Il y a des gens, il ne faut surtout pas leur donner une réduction. Et d'autres, il faut absolument leur donner des réductions, mais d'analyser ça rapidement, c'est pas évident. Mais là, on peut avoir cette info, et là, c'est le Graal pour un commercial. Tu seras même capable de, par exemple, sur des vidéos quand ça marche en temps réel, parce qu'on a vu qu'il y avait des logiciels qui existaient, ça marche après coup, mais il y a un truc qui est absolument faux, il y a un autre truc qui est absolument fou et qui va arriver très prochainement. Je pense que ça va être une question de mois. C'est la possibilité d'analyser une quantité non négligeable de vidéos sur Internet, type YouTube, où tu vas te dire, très bien, je vais regarder les vidéos de X ou Y personnes sur YouTube et je vais vouloir savoir si telle et telle personne sont des menteurs. Et de se dire, basé sur les traits du visage, basé sur ce qu'il dit, l'intonation de la voix, par exemple ce podcast, on va pouvoir savoir ici, très certainement, qui a potentiellement un discours intéressant, cohérent, qui par exemple en rajoute, et on va pouvoir faire ce genre... Détecter le mensonge, en fait une IA qui va pouvoir détecter le mensonge à travers les vidéos de personnes qui interviennent et qui parlent. Même les audios, en fait on le fait déjà, sauf que c'est encore plus performant aujourd'hui, mais on le faisait déjà... Ça serait pas mal que ça sorte assez rapidement. Ça va faire mal à beaucoup de monde. Pas évident, parce que en fait, les hommes politiques, c'est ça qu'on parle finalement. Alors oui, ça fait mal à des gens, des youtubeurs probablement, ou des gens... voilà, mais c'est surtout pour les hommes politiques. Et en fait, les hommes politiques sont formés à ne pas mentir, mais à ne pas dire souvent la vérité. Donc ils vont donner des... par exemple, on va prendre Mitterrand qui disait... il était accusé d'avoir écouté... faire des écoutes pour écouter des conversations. Et il a dit, il n'y a pas eu d'écoute à l'Élysée. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des écoutes. Mais en effet, il n'a pas menti. Il n'y a pas eu d'écoute à l'Élysée. Donc, en fait, ils sont formés
Parce qu'un homme politique pris en train de mentir, ça crée le manque de cohérence, on déteste ça, c'est terminé. Donc il vaut mieux même jamais avouer et toujours être cohérent et pour garder son statut. Donc ils sont déjà formés à pas mentir entre guillemets, mais à formuler des phrases qu'on peut réinterpréter par la suite. C'est ça la force du discours politique. Donc c'est toute la subtilité. Et c'est pour ça que donner beaucoup de détails ou autres, c'est toujours dangereux. Plus vous donnez de détails, plus en fait vous rentrez dans... On peut vérifier. Et c'est d'ailleurs, je vais donner une autre astuce par rapport à ça, puisque ça a été ma spécialité, la détection de mensonges, puisque j'ai fait ça en master avant de partir dans tout ce qui est technique d'influence. Et j'ai formé les commissaires à l'époque à détection. C'était les mensonges chez les gens. Oui, mon laboratoire était spécialisé dans le milieu judiciaire. Okay. Donc c'est moi qui a fait entre-temps tout ce qui est influence dans l'interrogatoire. Et c'est après que je suis parti dans le marketing. Mais mon laboratoire est spécialisé dans tout ce qui est outils pour les policiers. Donc l'entretien judiciaire ou l'entretien qu'on appelle le MEC. L'entretien cognitif ou détection de mensonges. Donc c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Et puisque c'est la spécialité du labo qui est au CNRS à Toulouse. Alors, je disais quoi du coup? Tu disais par la détection de mensonges. Comment est-ce qu'on peut détecter un mensonge? Alors, quelles sont les 3 techniques incroyables, irrédoutables pour détecter un mensonge? Alors, en réalité, on peut détecter un mensonge de manière naturelle, comme un enfant pourrait le faire, parce que on voit quelqu'un qui est mal à l'aise, qui va forcément, où tout le monde est unanime, on va dire bon, lui c'est un menteur. Bon, ça on va enlever ça. Ça c'est ce qu'on sait faire naturellement. Maintenant, comment détecter des vrais menteurs, les gens qui arrivent à bien mentir? Pas forcément. C'est quelqu'un qui se protège. Il a fait une action, il a volé de l'argent, mais il se protège. Donc il va être devant la police, il va mentir. Donc maintenant le fantasme de la détection de mensonges avec les micro-expressions, les comportements, en fait c'est des mythes. C'est ce que entre guillemets, les mises en cause pensent. Ils pensent qu'ils contrôlent leur comportement, mais ça sert strictement à rien puisqu'en réalité l'analyse des comportements des micro-expressions, c'est quasiment proche du hasard. Et même les logiciels se trompent pas mal. On ne détecte pas le mensonge, on détecte les émotions. Donc c'est toujours interprétatif. Il n'y a pas un logiciel qui va dire, lui il ment. Non, lui il ressent des émotions et on se pose la question pourquoi il ressent des émotions. Okay. Donc ça c'est le non-verbal. Et c'est pas du tout le meilleur moyen. Et le meilleur moyen, et c'est là où les gens se font avoir, c'est que les outils qui ont été réalisés, en fait c'est le verbal qu'on analyse. Et les policiers sont formés à analyser le discours. C'est dans le discours qu'on arrive à détecter le mensonge. Et on va le mettre en fréquence. Mais on va créer un cadre. Donc ça a été ma spécialité. Donc en gros, tu vas pas arriver, salut Fabio, poser des questions et hop, voir si tu mens ou pas. Ça marchera pas comme ça en fait. C'est qu'on va te poser dans un cadre calme, posé, bienveillant, on va pas t'agresser. Ça c'est le mythe encore une fois des séries on t'agresse. Tapage sur la table. Voilà. On va juste te poser des questions. Fabio, voilà, il y a eu un vol qui s'est passé... il y a 2 jours, on a vu que tu étais dans les parages. Voilà, tu as été témoin. Bon, peut-être suspect également. Voilà, raconte-nous la scène. Et on va te demander de raconter la scène le maximum. Et on va te demander de donner le maximum d'informations. Donc toi, tu vas parler. Là, on aura une version. Et ensuite, je vais te dire, très bien Fabio, maintenant, est-ce que tu peux raconter ton récit, mais en faisant pause sur l'image et en détaillant toute la scène par détail. Et là, tu vas rajouter encore plus de détails. Sauf que moi, j'ai déjà des éléments. Donc, je ne vais jamais te les donner. Donc, toi, plus tu vas me donner des détails, plus je vais voir si c'est cohérent avec ce que moi j'ai. Et un autre moyen, je peux te dire, écoute Fabio, est-ce que tu peux raconter la scène, mais cette fois-ci en commençant par la fin et en terminant par le début. Les menteurs ont beaucoup de mal à faire ça parce qu'ils ont imaginé la scène. Qu'il y a quelqu'un qui dit vrai, mais il fait que rappeler la scène. C'est pas le même processus psychologique. Mais après, par contre, si tu mens, après, j'ai deux trucs sur lesquels j'aimerais rebondir. De un, par exemple, moi j'ai eu un accident il y a quelques années qui fait que ça a altéré pas mal de choses. Donc j'ai des troubles de l'addiction, des fois ça peut s'entendre, des bugs ou des trucs comme ça. Donc il y a typiquement, il y a ces premiers trucs. Ensuite, le deuxième, c'est que si la personne s'imagine la scène et qu'elle l'a structurée dans sa tête en même temps. Alors, c'est pas si évident parce qu'il y a une différence entre une scène imaginée et une scène qui a été vécue. Et on va pas dire la même chose. Alors là, ça serait compliqué de vous donner les astuces, mais quand tu as vécu la scène, par exemple, les gens qui ont vécu la scène rapportent beaucoup plus de détails sensoriels.
imaginer, tu n'as pas forcément de détails sensoriels. On va le voir avec par exemple, il y a le Reality Monitoring, où il y a le CBS. Voilà, il y a pas mal d'outils qui permettent de le voir. Donc il y a une différence entre imagine scène et le vivre. Le vivre, déjà, on a beaucoup plus de détails sensoriels. Donc on a cette différence-là qui va être un critère de sélection. On n'utilise pas les mêmes mots. Par exemple, les gens vont dire quand ils mentent, oui, il me semblait que. Oui, ça on se met une distance. Pourquoi ? Et on va noter la fréquence. La fréquence qui est importante, c'est pas un élément où il ment, c'est la fréquence d'apparition de certains indicateurs. Il y en a 39 au total que nous on utilise. Et si en effet c'est super fréquent, on va avoir une tendance à dire bon là on est face à quelqu'un qui ment. Ce sera pas une preuve juridique puisque encore une fois il y a pas mal de failles. Mais par contre je vais vous donner une astuce parce que il y a un YouTuber qui s'est fait avoir sur ça. Les avocats vous disent toujours d'ailleurs de jamais parler, de donner le silence. C'est frustrant parce qu'on veut se justifier quand on est accusé. Et il y a un YouTuber qui s'est fait accuser d'agression sexuelle. Et c'est là où il s'est fait avoir. Donc les avocats ont dit il faut pas parler. Et lui à un moment donné, c'est un YouTuber connu, vulgarisateur scientifique, il est accusé par des filles. À un moment donné, il dit je vais prendre la parole et je vais recontinuer ma vie. Et donc là il prend la parole. Le problème c'est que ce soit dans le milieu judiciaire ou chez les journalistes, ils ne vous donnent pas toutes les informations. Ils ne vous donnent qu'une partie des informations. C'est fait exprès. On ne va pas tout donner. Donc lui, il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris que le journaliste, ils avaient encore une autre partie des informations qu'ils n'avaient pas divulguées. Ils font exprès. Donc lui, il a parlé. Et là, les journalistes ont dit « Ok, Coco, t'es piégé ». Ils ont sorti la deuxième partie, qui était comme par hasard incohérent par rapport à son récit. Et c'est pour ça que les avocats vous disent « Surtout, ne parlez pas parce que vous ne savez pas. » En fait, ce qu'ils savent. Mais les avocats ne le disent pas toujours, ils ne le justifient pas. Et là, le youtubeur, il ne peut plus reproduire de vidéo parce que là, c'est fini. Il s'est contredit en justifiant. Là, c'est fini. Là, s'il y avait un procès, il perdait. C'est pour ça qu'on ne doit rien dire. Il y a pas, tout ce qui est judiciaire, je dirais qu'on n'en parle jamais, mais c'était mon domaine avant de partir dans le marketing. Tu vois, on en parle de plus en plus. On est dans ce milieu entrepreneur, infopreneur, et puis aujourd'hui, sans citer de nom, peu importe. Moi, on peut avoir des doutes. J'ai aussi ce terme de mythopreneur, qui sont ces infopreneurs qui s'inventent des vies finalement. Et en fait, ils s'inventent tellement des vies et ils te font croire tellement des choses que toi, en tant que entrepreneur normal, réglo, pas menteur, tu t'inventes pas une vie, en fait, ils peuvent te créer des doutes et te remettre en question. Tu vois, parce que tu te dis, mais attends, ces gars-là, quand ils te parlent, ils te racontent qu'ils ont fait ça et ça. Toi, tu n'es pas menteur, mytho dans l'âme, donc tu vas le croire. Parce que tu ne peux pas imaginer que ce n'est pas possible de mentir. Si moi, je te raconte un truc, je ne vais pas te mitonner. Pourquoi ? J'ai aucun intérêt en fait de le faire. Et donc si toi tu me mitonnes, je ne vais pas concevoir que c'est possible que tu me mitonnes sur cette histoire, sauf si c'est gros comme l'éléphant rose, quoi, tu vois. Mais tout ça pour dire que voilà, on change, on passe d'un sujet à l'autre, on passe du mensonge. Non, parce qu'en fait c'est le mensonge de l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs, il y a les marques aussi qui mentent. Alors, on le retrouve beaucoup malheureusement dans le domaine alimentaire. On a la politique, et en fait ça fait partie en effet c'est le mauvais marketing. En effet, quand les gens critiquent le marketing, c'est parce qu'en fait, souvent, il y a un mensonge sur le produit. Et on l'a beaucoup dans mais tu vois, quand ton concurrent ou la personne qui est en face de toi, elle t'écoute et qui, elle, n'est pas un menteur mythomane qui s'invente des vies. Et tu te dis, mais merde, quel train j'ai raté dans ma vie, entre guillemets. Ça te fait culpabiliser. Ça te fait culpabiliser. Ça te crée un doute, en fait, tu vois. Et t'allais dire en fait, la génération qui est surtout propice à ce développement, c'est une génération qui a une pression sociale. C'est pas pour essayer de chercher des excuses, mais c'est que moi, je le vois beaucoup parce que j'analyse tout ça. Je côtoie, je regarde, j'écoute, je dis rien. Je fais la stratégie de policier, mais je dis rien. Mais en analysant, je me rends compte qu'en fait, ils font face à une pression sociale où tout le monde est tout le temps en train de partager ses résultats incroyables, ses chiffres absolument démentiels, que tout le monde parle de tout le temps. Mais dans le fond, ces résultats sont des choses qui sont en général surjouées parce qu'il y a l'effet des réseaux sociaux qui, de toute façon, amplifient le truc. Et comme on a la dysmorphie, je crois que c'est ça le terme, avec les filtres, quand on s'applique un filtre comme il y a la dysmorphie
comme il y a la dysmorphie, par exemple sur Snapchat, avec Instagram et tout le reste, où tu vas utiliser des filtres pour pouvoir changer ton visage et apparaître plus joli ou t'embellir, tu vois, eh bien, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est aussi devenu assez commun de réutiliser ça pour pouvoir t'embellir face à des personnes vers qui ton manque de... Ouais, ils veulent attirer la confiance des personnes, mais en fait... il veut donner une crédibilité voilà, et une autorité, peut-être qu'ils n'ont vu pas. que ces gens veulent donner une crédibilité face à cette pression sociale qu'ils ont, ils se sentent obligés de devoir soit embellir des situations qui ne sont pas forcément vraies, soit de jouer sur des termes pour déformer la réalité et lui donner encore un aspect de vérité. Et derrière, au final, ça donne un message qui n'est pas forcément clair avec les valeurs que représente la personne, les valeurs que l'audience possède, et aussi ce qui peut être perçu derrière quand elle va communiquer, que ce soit en conférence, que ce soit en physique. Et il y a une sorte de décalage qui se crée. Les gens sont capables de l'interpréter parce que le cerveau reste complètement une machine formidable, et derrière, on a tous des émotions avec de l'intention et de l'intuition. Et on est capable de discerner des choses qui nous semblent fausses ou curieuses. Et quand on a ce doute qui s'installe, sans que ce soit sans que ce soit potentiellement du neuromarketing ou quoi, eh bien, c'est terminé parce qu'on a la confiance qui a éclaté. Et au final, on a l'impression d'avoir affaire à un imposteur et on n'a plus forcément envie de travailler avec cette personne. C'est pour ça que c'est toujours délicat d'aller se positionner sur une communication sur les réseaux sociaux, parce que ce que tu vas partager et faire va sembler face aux autres qui, eux, voient des mecs qui font des centaines et des centaines de milliers d'euros par mois, faibles, alors que toi, tu as ton business honnête, propre, qui est en place, qui tourne depuis des années, et tout le monde a le doute, alors qu'en fait, potentiellement, dans ton domaine d'activité, tu es le plus puissant, et tu es juste un petit peu moins bon qu'un mec qui sait mieux se vendre, parce qu'il sait parler et il a de la visibilité. Ouais, tu penses pas que c'est court terme, tu vois? C'est toujours court terme. Final, pour moi, c'est toujours court terme. Au final, à long terme, on voit après les choses. Il y a des choses qui se voient et qui parlent d'elles-mêmes. À un moment donné, le mec qui s'invente une vie, alors, entre guillemets, et moi, je fais multimillions d'euros tous les mois, et moi, je fais ceci, et moi, je travaille avec telle personne et je fais cela. Ok, sur le moment, tu me le dis, je peux te croire. Du coup, moi, je me dis, merde, quel train j'ai raté pour pas aussi faire autant de millions d'euros de chiffre d'affaires que toi par mois, alors que je me contente de faire quelques centaines de milliers d'euros quand tout va bien, tu vois. Ça pour dire quoi? Qu'il y a 3 points sur lesquels, si tu veux vérifier une info, c'est très simple. Et après, vous me rejoignez ou pas, vous voulez compléter. Mais moi, quand quelqu'un me parle de ces chiffres, je lui demande la durée. Parce qu'en fait, quand tu le commences, long terme, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, je lui dis, sur combien de temps tu as fait ça? Sur un mois. Ah, ok. Déjà, ça me met une première puce. Ouais. Parce que quelqu'un qui te dit, je fais 1 million par mois versus je fais 1 million sur un an, il y a déjà 12 mois d'écart. Bon. Le deuxième, il va te dire, il va te présenter son réseau pour aller essayer d'aller chercher une connexion sociale pour montrer qu'effectivement, oui, il a de la valeur. Et en fait, en psychologie, quand tu vas chercher des personnes à droite et à gauche pour valider des faits, c'est parce que tu as besoin de soutien supplémentaire pour valoriser ce que tu es en train de dire. Et le troisième, donc ça c'est un truc que moi je fais, c'est que je vérifie avec mes propres outils si ce qu'on me dit est vrai. Donc si tu me dis quelque chose, foncièrement ça regarde que toi. Moi je vais aller regarder de mon côté aussi, et les gens ont tendance à oublier que tout le monde a un site internet, tout le monde a Google, et que l'info peut se vérifier. Donc quel est ton intérêt d'aller mentir sur des choses qui aujourd'hui peuvent être complètement vérifiables, et auquel cas, quand on va te les mettre face à toi, ou avec les autres personnes vers qui tu as menti potentiellement, tu vas te retrouver dans une situation qui est inconfortable. Donc des fois, il vaut mieux dire la vérité et passer peut-être pour quelqu'un qui est en plein développement, plutôt que de surjouer des situations. Mais dans ce genre de cas, eh bien, tu vas juste bénéficier de peut-être une aide supplémentaire pour te permettre de passer à un autre niveau. Moi, je suis toujours étonné par les gens qui ne vérifient pas. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui montrent des chiffres
Les gens disent ouais, c'est incroyable et tout ça. Mais moi, en fait, j'arrive pas à faire de post ou de commentaire pour dire ouais, c'est incroyable parce que de base, en tant que scientifique, moi, tant que tu me prouves pas, je vais pas forcément te croire. Oui, on l'a vu au début ensemble sur les chiffres, par exemple sur Twitter. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a vérifié les chiffres sur Twitter de nombre d'impressions, LinkedIn je n'ai pas versus remis Twitter. en doute du tout. Oui, non, mais c'était pour ça. Et je remets pas la doute d'ailleurs la parole des gens. Si les gens veulent mentir, ça me dérange pas. Qu'ils mentent tant que ça me dérange pas moi directement. J'ai pas un problème avec le mensonge. Les gens mentent de manière générale 2 fois par jour pour se protéger. Il y a aussi l'intimité. Le mensonge ne me pose pas de problème. Si la personne veut se valoriser, si elle en a besoin, j'ai pas ce problème avec le mensonge tant que moi il me manipule pas en fait. Par contre, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand je vois ouais j'ai fait 2 millions ou 10 000 euros par mois avec freelance, non, tant que je vois pas, je parle du principe que je ne crois pas. Et c'est étonnant, les gens qui sont trop fans, parce qu'ils veulent y croire, parce qu'ils se rattachent à ça. Et si c'est faux, eux, ils perdent leur rêve. Ouais, donc ils ont besoin de rêver. Sauf que c'est vrai que les meilleurs entrepreneurs ne rêvent. Alors ils ont besoin du rêve, mais en fait, si vous prenez les tops, ils font en fait. Tu vois, les tops ils font, mais ils affichent rien. Tu vois. Et en fait, je pense que la vérité, il faut se méfier de ceux qui affichent. En fait, c'est ça, de ceux qui parlent trop. Dès que tu affiches, dès que tu montres pas, dans tous les cas, 100% de cas où j'ai vérifié, à chaque fois, après coup, c'était faux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Quand tu ne montres pas, tu dis quand tu dis que tu as fait 2-3 millions en un an et que tu ne montres pas les preuves, tu pars du principe que la personne elle a fait un bon chiffre, mais qu'elle a exagéré. Donc, je vais te donner un exemple parce que en fait, ça m'est arrivé une fois. Donc la personne, elle a dit qu'elle a fait 10 millions de chiffre d'affaires, donc elle était super contente, mais en réalité, elle a fait 1 million. Mais dire qu'elle a fait 1 million dans son domaine, c'était pas énorme. Donc pour elle, elle avait besoin de mettre ses émotions en avant. Elle avait besoin de se dire les gars, j'ai atteint ça, je suis content. Mais dans son domaine, c'est rien. Mais il atteint. Et donc, il a rajouté un zéro. C'est pas un mensonge. Un zéro de plus. C'est juste un zéro. Oui, c'est vrai. C'est zéro finalement. C'est qu'un zéro. Donc elle a dit 10 millions. Bon, déjà qu'un million, quand j'ai fait, c'était pas mal en fait. C'est pas si mauvais que ça. Ok, mais tu vois, tu fais 1,8 million et tu dis j'ai fait 2 millions. Ok. Ma foi. T'arrondis, tu vois. Mais là, t'as doublé. Là, t'as fait fois 10, t'as zéro. Bref, ça c'était pour la phase mythopreneur. Voilà. Romain, LinkedIn, ça donne quoi chez toi? Alors LinkedIn, j'ai commencé à publier le 25 août 2022, ou enfin mi-août 2022 à fond. Ça fait pas un an du coup. Non, alors avant j'avais une société, donc j'étais pas solopreneur. Tu es multimillionnaire grâce à LinkedIn. en impression. En impression, je suis multi. LinkedIn, alors c'est pas LinkedIn qui me rend, qui génère, mais aujourd'hui si. Aujourd'hui c'est devenu vraiment ma plus grande source de revenus. J'ai commencé à publier sérieusement moi-même. Parce qu'avant, j'avais une agence de com, donc c'était des gens je publiais les événements et les conférences, voilà, je publiais un peu ma vie, mais c'était pour mon réseau. Non, en mi-août, je me suis dit, je transforme mon compte en créateur et je vais devenir influenceur. Donc j'ai commencé à pas mal publier, donc ça fait pas encore un an que je suis actif dessus. Je n'étais pas du tout actif avant dessus, j'étais j'étais nulle part. Et donc ça marche très bien, je suis passé 66e sur le classement Favicon, qui est le classement le plus... je ne le connaissais pas le classement en réalité, mais quand je l'ai su, parce que les gens me disent ouais bravo, t'es trop fort, t'es sur Favicon. Alors moi j'avais pas compris, j'ai dit Favicon, ça y est, j'ai un de mes posts qui est passé dans un classement de trucs, les posts les plus cons. Moi j'ai pas compris, j'étais pas chez moi forcément, et je vois que j'ai bravo, machin, je commence à comprendre qu'il y a un truc qui se passe, mais je sais pas quoi. On m'a dit ouais t'es 66e, je dis ouais c'est cool, mais je savais même pas sur combien. Je savais pas du tout qu'est-ce que c'était, donc j'ai pris le temps de regarder, et en fait on m'a dit que c'était vraiment très bien quand j'ai vu que j'étais au-dessus de gens que moi-même je suivais et j'admirais. Et en effet, ce classement, je l'ai eu, c'est assez cool parce que ça a vraiment ramené un trafic, des conférences, les gens sont intéressés à mon contenu, ça a augmenté mon nombre d'abonnés. Et en fait, ce classement, vu que les gens m'ont cité un peu partout et que même moi j'ai mis en avant, ça m'a fait pas mal de ventes. Mais quoi, du coup c'est un classement d'influenceur général qui est fait sur ta note. En fait, sur LinkedIn, en fait. Alors sur LinkedIn, mais Instagram, Twitter. Sauf que LinkedIn a un poids qui est très important. C'est ça. Et donc, je suis dans le top 200 des influenceurs. Et c'est vrai que, alors, je l'ai eu grâce à la persévérance de publier. Et avec une ligne éditoriale, je me suis dit, je ne vais pas publier les trucs sur ma vie, quoi que ce soit. Je vais publier que du contenu, mais intéressant, en tout cas, pour les autres. En fait, tu partages la connaissance. Je partage la connaissance, mais d'une certaine manière. Parce que ce qui me différencie des autres créateurs, c'est que les gens,
ils publient. Voilà, leur truc, c'est publier. Mais tout le monde peut publier, on peut faire de l'intelligence artificielle et générer d'ailleurs plein de publications en mode illimité. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a une façon de publier, de dire les choses et d'apporter ces choses. Explique un peu le détail. Par exemple, les gens disent il faut faire des carousels car les carousels ça marche bien. Donc moi j'ai fait pas mal de carousels, c'est comme ça que j'étais assez connu dans ce domaine. On me dit ah t'es le monsieur des carousels, t'es le mec des carousels, pardon. Et en fait les gens ils me copient, ils font des carousels. Puis ils disent ouais ton truc ça marche pas, le carrousel. Non, mais les carousels, c'est pas juste des images ou des textes sur un PDF. Non, c'est tout un scénario. Tu as une façon de raconter un film, et ben, ça change. C'est pas en faisant un film que tu vas être riche, c'est en faisant un bon film que tu vas gagner de l'argent, que tu vas avoir du succès. Et donc, tu as une façon de présenter l'information qui fait que c'est ça qui va apporter. Qui va faire que ça va avoir le résultat. C'est pas juste de balancer des posts tous les jours. Je publie peu. Je publie 1 à 2 fois par semaine. Parfois 1 fois par semaine, et pourtant je génère constamment des demandes. Chaque poste une vente. Alors aujourd'hui, avant de mi-août à janvier, parce que je mesure tout, donc forcément, voilà, tout ce qui se mesure s'optimise. Avec quoi? Alors je fais avec, à la base, tu as un logiciel, j'ai changé récemment, il y en a un qui s'appelle Shield App. Maintenant, je suis sur Favicon directement, parce que du coup, j'utilise celui-ci qui est encore plus précis. Mais le premier, oui, c'est permet de voir ton engagement, de voir les commentaires. Et puis même moi, je prends tout le temps des notes. Pourquoi elle n'a pas marché? Je faisais du refresh, je lançais ma publication et je relançais la page. Et par exemple, j'ai vu qu'à chaque fois qu'on mettait un lien sous ma publication, ça descendait. Mais pas chez les autres. Dans la publication ou sous en commentaire. En commentaire. Donc tu déconseilles de mettre des liens dans les commentaires. Ça marchait pour moi, mais pour d'autres ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je voyais la courbe descendre quand il y avait un lien. Donc j'ai analysé moi-même, j'ai essayé de faire constamment pourquoi celui-là n'a pas marché, celui-là pourquoi il a marché. J'ai compris, voilà, j'ai créé moi-même ma façon de trouver les bons posts. Et de août à janvier, février, j'avais 3-4 demandes par semaine. Alors certains disent que c'est pas beaucoup, mais moi c'était super qualifié. C'est pas mal, quoi. Bien, ça fait 15 000, 30 000 balles par mois déjà, c'est bien. Ouais, ça a monté comme ça. Et puis d'un coup, il y a eu un buzz. Et là, mon compte, il a explosé. Et là, depuis ça, je publie moins parce que j'ai beaucoup de demandes. Et, j'ai eu 134 demandes depuis mars. C'est énorme. Et je n'arrive pas à répondre aux demandes en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je les ai. Romain, c'est quoi les 3 secrets de Romain Bouvet pour cartonner sur LinkedIn? Franchement, se différencier en termes de contenu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je publie, on arrive à reconnaître mon style parce que c'est instructif. Garder toujours le même code couleur, avoir un branding. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis associé au bleu avec du violet. Et quelqu'un a repris mon code couleur et il s'est fait par des fans. Des gens qui l'ont dit ouais, t'as copié. Alors que le mec, il me connaissait même pas. Ou peut-être pas, peut-être qu'il n'avait pas copié en fait, la couleur était cool. et en fait, c'est parce qu'en fait, les gens ont identifié, quand ils voient ma couleur, ils savent que c'est moi. C'est ça. Donc c'est ça. Et les gens viennent me voir, ils me disent ouais, tes couleurs. Et la qualité des carousels ou des images, ça a vraiment influencé. Parce qu'à chaque fois que les gens m'appellent, ils me disent j'adore vos carousels, mais surtout ils sont très quali. Et ça donne un point de vue, déjà une idée sur ma façon de présenter. Ou de travailler. Donc, exactement. Et maintenant j'ai 2 personnes. Il y a une personne qui a refait ça cette semaine. 2 personnes qui ont acheté ma formation sur comment vendre à l'oral, enfin en face à face, comment la formule scientifique pour vendre ton produit. Ils ont acheté la formation. Alors qu'ils n'avaient même pas lu le programme. Parce qu'en fait, ils aimaient les carousels, donc ils se sont dit, ouais, ça va être cool. Et donc la première m'a envoyé un email en me disant, mais qu'est-ce que j'ai acheté en fait? Alors en fait, c'est une formation pour des entretiens, en face à face, pour vendre vos produits au téléphone, en communication. Elle avait un e-commerce, c'est pas du tout utile. Elle a quand même gardé la formation et je lui donnais accès à une autre sur la stratégie de neuromarketing, mais elle a acheté des yeux fermés. Elle n'avait même pas lu la page de vente ou le site internet. Et elle l'a suivi? Parce que la plupart, tu verras, ils achètent, mais ils Alors, toutes les personnes qui achètent ma formation suivent ma formation. Encore une fois, il y a une façon de le donner. J'étais enseignant pendant 8 ans, en comptant la thèse. Donc, j'ai commencé à 23, 24 ans à enseigner. Parce que quand on fait une thèse, on enseigne. On est chargé de télé.
Donc, il y a toute mon expérience derrière et on apprend à construire. Les plupart des formations, les gens se lancent formateurs, mais en effet, c'est super naze et c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas évident. Il y a une façon de construire. Donc, du coup, moi, je fais des vidéos de 8 minutes où à chaque fois, il y a une application où je me dis, OK, quelle est la compétence que tu vas acquérir et qu'est-ce que tu vas faire après? Et à chaque fois, tout est fait pour que ça te pousse à aller plus loin. Et vu que je te parle de psychologie, de secrets sur l'humain, mais je rends toujours le contenu fascinant, mais pédagogique. D'accord. Ce qui fait que toutes les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui dans les formations, soit ils la commencent pour plus tard, parce qu'ils veulent avoir la promotion, soit ils la font, mais ils la font jusqu'au bout, et j'ai un très gros taux de complétion. Il est 80% à peu près. Je t'en parle parce que sur le marché, j'ai interviewé pas mal des personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui font de la formation aussi en ligne. Et de ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, ils me disent qu'ils ont plutôt un taux de consommation de 10 à 20%. Et l'une des premières formations qu'ils nous avaient fait connaître, c'était Oasis. C'était un démarrage pour la crypto-monnaie. Donc maintenant, elle est caduque, mais genre si tu l'achètes maintenant, quand il va y avoir le nouveau bull run, elle sera à jour, on va la remettre à jour naturellement. Et ben, nous, on avait un taux de complétion de 60 à 70%. Ils finissaient la formation et ils passaient à l'action derrière. Et en fait, on avait monté ça, basé aussi sur des neurosciences, peut-être pas sous le même angle, avec des vidéos un peu saccadées, dans le sens où tu avais des formats de 30 secondes, des formats de 3 minutes et des formats de 15 minutes maximum. Secret, alors c'est un des secrets pour la mémoire, c'est de la psychologie cognitive, parce que moi, en fait, mes recherches, à la base, c'est la mémoire de la marque, par exemple, ou la mémoire de comment influencer la mémoire ou les faux souvenirs dans le milieu judiciaire pour détecter, on va dire, les faux témoignages. C'est la mémoire. Et en fait, si la personne a une vidéo d'une demi-heure, elle a plein d'informations, c'est super long, mais surtout qu'elle doit prendre des notes, elle va pas tout se souvenir, et puis elle n'a pas le sentiment d'avancer. Que quand elle fait 8 minutes, elle fait valider et qu'elle fait un petit exercice, Ouais, c'est ça. en fait, elle avance. Elle a ce sentiment d'avancer comme une gamification, que chaque pas, chaque minute, oui, elle a ce sentiment d'avancer, donc elle a ce sentiment de dopamine finalement. Elle gagne. En fait, tu donnes la dopamine au fur et à mesure. Au lieu de tout d'un coup, là, tu la mets un peu partout. Et ce qui fait qu'ils vont aller beaucoup plus loin dans les formations avec. Tu sais que j'ai vu une pub Facebook Ads en vidéo, où en fait, dans le bas de la vidéo, il y avait comme ce qui restait à lire de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu sais en fait quand la vidéo elle se termine. Comme tu sais, les trucs des. On illustre souvent ça pour les. Allez, pas les. Ah, comment on dit, pas les bombes là, tu sais, le petit fil qui brûle jusqu'à l'explosif là, tu vois. La TNT, Ouais, la TNT, les mèches. voilà, c'est ça, la mèche. La Voilà. mèche. Tu as la mèche dans la vidéo. Et je pense que ça fait peut-être un lien avec ce que tu dis là, tu vois, où la personne, elle voit l'information, elle sait où est-ce qu'elle en est. C'est un petit peu comme les formulaires Typeform là. C'est ça. Tu dis, où est-ce que tu en es, il te reste plus que X%. Est-ce que ça a un lien? Alors, ça peut avoir un lien, parce que c'est important de voir où tu te situes, et surtout que tu avances. Et c'est le côté que tu avances. L'impression d'avancer en fait. Et là, à chaque fois, tous les 8 minutes, tu apprends un concept en psychologie qui va changer un peu, qui change, que tu as toujours l'appliquer, et qui change juste ta façon de faire de la vente en disant, c'est bon, j'ai un nouvel outil tous les 8 minutes. Tu imagines la dopamine? Que là, toutes les demi-heures, 1 heure, ok, j'ai appris ça, tu vois, et ça change tout. Donc il faut savoir, il y a toute une ingénierie de formation qui fait que, les gens les appliquent, 2, ils sont super contents, et puis ils en veulent encore plus. Donc ils me rachètent des formations derrière. Donc en fait, de l'acquisition à l'expérience client, j'essaie que tout soit nickel. Et quand les gens voient mes posts LinkedIn, ils se disent, ok, là c'est quali, et que la formation elle sera aussi quali. Là, nous, ce qui s'était passé, c'est que le taux de complétion était aussi élevé parce que dans les analyses qu'on avait fait, on devait suivre peut-être quelque chose comme ça sans s'en apercevoir, mais également, ils arrivaient, donc la formation, je crois à l'époque, elle valait 200 balles, je crois, quelque chose comme ça, mais à la fin de ça, ils arrivaient à faire ce qu'on appelle des airdrops et à récupérer l'équivalent de 300 € dans les 1, 2, 3 mois qui suivaient, en ayant investi 200. Forcément, ils suivaient. Et il y en a qui avaient eu des très jolis retours sur investissement parce qu'ils avaient compris les informations qui étaient issues de ce format. Ils avaient fait des airdrops et c'était des airdrops qui étaient tombés pendant le bull run au moment de la formation qui, derrière, leur ont ramené des résultats qui étaient explosifs. Et forcément, voilà, il y avait une gratification immédiate, une gratification pécuniaire et la satisfaction d'avoir développé une nouvelle compétence, surtout en finance décentralisée, où on était dans les premiers, au moment du bull run, à les former et à les accompagner là-dessus, et où la plupart du contenu n'était pas encore disponible à l'époque. C'est pour ça que je dis que maintenant, elle est caduque, parce que ça a tellement évolué en
3 ans que si quelqu'un l'achetait maintenant, il pourrait toujours revoir les bases, savoir comment ça fonctionne. Mais les protocoles ont évolué, il y a plein de choses qui ont été améliorées depuis, mais il y aura quand même cette base qui est existante et que quand il va y avoir le prochain bull run, là par contre on va redévelopper cette formation et les accès ils sont ouverts et on veut fournir le même effet quand ils auront la nouvelle. Mais pareil, après il y a des choses qui évoluent tout le temps et il doit y avoir une différence avec ton domaine où ça reste quand même des choses qui sont relativement stables dans l'évolution. Après je suppose, j'imagine. Alors j'ai l'avantage d'avoir un domaine qui passionne les gens. C'est surtout ça qui fait aussi. La psychologie. La psychologie, les neurosciences, donc forcément ça passionne. Et en plus, ils peuvent l'appliquer à leur business. Et je m'arrange à que ce soit simple à appliquer et toujours limpide. Donc ça, c'est l'avantage. Donc c'est quand même fascinant. Donc c'est un avantage. Mais après, quand tu te lances dans une formation, ça devrait être toujours fascinant parce que tu veux apprendre quelque chose, d'être toujours motivé. Ça dépend de ta motivation. Mais là, l'avantage, c'est vrai que même des gens qui sont salariés, qui n'ont pas... qui accèdent à cette formation parce que c'est leur patron qui l'a acheté, ils adorent parce qu'ils apprennent des choses sur le cerveau et avec des expériences, avec des trucs comme ça qui marchent bien. Ouais. Ils gagnent juste de l'argent. Ou alors c'est déjà beaucoup, c'est déjà génial. C'est passionnant en fait. Ça, c'est passionnant et ça aide aussi beaucoup, je pense. Il y a pas mal de gamification. Après, c'est des discussions qu'on peut avoir. Mais... pas de souci. Les gars, moi je pense en tout cas que on a apporté pas mal de valeur, pas mal de contenu à travers cet échange. En tout cas, c'était un plaisir pour moi encore une fois. Pour ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout, franchement, respect, c'est que vous êtes bons et intelligents. Du coup, n'oubliez pas, mettez des commentaires, likez, abonnez-vous à la page, envoyez-nous de la force parce qu'on en a toujours besoin, on n'en a jamais assez. Et puis, mes chers amis, Romain et Major, s'il y a quelque chose que vous voulez dire pour clôturer cette interview, on pourrait la continuer des heures et des heures et des heures. Mais là, je pense que vous, comme moi, on a un peu la dalle. Et du coup, on va aller se filer notre côte là-bas. Mais du coup, si vous voulez clôturer par quelque chose, moi, je vous laisse clôturer comme si c'était votre podcast. En tout cas, pour ceux qui nous ont écoutés jusque maintenant, merci infiniment. Ça fait grave plaisir. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On prendra le temps de répondre à un maximum de personnes. Robin, très actif sur LinkedIn. Romain, c'est ce que j'ai dit. Romain, très actif sur LinkedIn. Major, vous pouvez le rejoindre, je pense, principalement aussi sur Twitter. Également Insta, je pense. Ouais, sur tous les stories. Surtout les stories Insta et puis sur Tinder. Et moi, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Du coup, voilà, si vous avez quelque chose à dire, la parole est à vous, mes chers amis. Si, moi, il y a juste une info quand même qui peut être intéressante pour tout le monde ici. C'est que avec les nouvelles technologies d'une manière générale, si vous voulez marquer une différence, n'oubliez pas d'enregistrer le plus de data sur vous de manière personnelle ou professionnelle. Parce que avec l'évolution qu'on a actuellement, je suis convaincu, et je cesserai jamais de le répéter, que tout ce que vous laissez comme trace numérique pourra être réexploitable par vous dans le temps pour X ou Y raison, pour améliorer votre vie ou votre qualité de travail en général. Ça serait le seul mot. Un outil un ou deux outils faciles à utiliser pour enregistrer tout ce qu'on fait? Il y en a plein. Mais franchement, canalisez-vous sur Sambly.ai. C'est un outil qui vous permet d'enregistrer toutes vos réunions téléphoniques. Téléphonique. Sur Google Meet, sur Zoom, et il y aura bientôt l'option sur téléphone. Donc ça enregistre en fait. Ça enregistre. On parle. En vocal. Ça retranscrit. Ça permet de faire des recherches. Ça complète de temps à autre et ça permet d'ajouter des transcriptions. Le deuxième, c'est Reflect App. Ça, c'est un truc que tu vas kiffer. C'est un outil qui te permet d'aller connecter toutes tes notes à l'intérieur et en fait, tu vas pouvoir discuter avec toi-même à propos de tes notes et comprendre des choses sur lesquelles toi tu peux buter, et on en a parlé au début. Et en complément, DataBerry. Et DataBerry, c'est là un outil où tu peux fine-tuner toute l'expérience client de ton entreprise, basée à la fois toi sur ce que tu fais, par exemple des centaines d'heures de vidéos que tu as déjà tournées, où tu vas pouvoir tout récupérer le contenu et dire à une machine, prends ça, puis si quelqu'un me pose une question un jour là-dessus, réponds comme ça, comme si j'étais Fabio, et ça marcherait exactement de la même façon avec toi, et ça me donne une idée qu'on discutera certainement ensemble après d'ailleurs. Fineberry. Non, DataBerry. DataBerry ou DataBerry. Ouais, .ai. C'est intéressant ça. Pour faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc du résultat d'information sur tes propres données.
Les gars, sur ce, Merci encore. Merci beaucoup d'invitation, merci. merci à vous sincèrement. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Tchuss.